je vous mets une télécommande. C'est la table ronde d'avant. Donc, il y a Gabriel Boulot, Vincent Lemaître qui descend, Alexandre Rambaud qui sera en visio. Donc, j'invite Christophe Belvalette à mettre Alexandre en l'écran, Jean-Luc Teuret. Et j'ai proposé à Fabrice Bonifay de nous rejoindre également, à qui j'avais proposé en amont de cette conférence, mais qui devait être absente, qui a réussi à se libérer pour nous. Et je l'en remercie vivement. Donc pour le présenter rapidement, Fabrice Bonifay, le directeur du développement durable du groupe Bouygues et président du C3D, donc le club des dirigeants du développement durable, et qui a contribué notamment aux travaux communs avec Auray sur les différentes méthodes de comptabilité et qui porte beaucoup de messages au niveau national sur le nécessaire changement des modèles économiques. Donc on pourra se rappuyer sur vous également sur le rôle de l'entreprise dans son environnement pour débattre de ces grands changements qui nous mobilisent. Donc Alexandre nous a rejoint. Bonjour Alexandre également. Donc merci de votre présence. Donc cette deuxième table ronde a pour but donc d'élargir le spectre de l'entreprise. On a vu plutôt l'amont, le cercle de microcosme du dirigeant. Là, on élargit à l'écosystème avec les différents acteurs qui interviennent autour de l'entreprise et qui ont vocation à accompagner le changement d'échelle de la mise en œuvre des méthodes de comptabilité environnementale avec tout ce qui va avec. Donc Jean-Luc Teuret est président également de l'agriculteur, viticulteur, président et expert comptable aussi d'ailleurs, je monte la chaîne, et également président du réseau des centres de gestion agréés agricoles, donc la FCGA. Gabriel Boulot est enseignante-chercheur à INRAE Paris-Est, évidemment expert de la fiscalité écologique, on abordera ce thème avec elle. Vincent Lemaître, qui est responsable ESG dette privée du groupe Tikeo Capital. On en a parlé récemment à travers le lancement d'un fonds de financement d'agriculture régénératrice. On reviendra avec Vincent sur une autre partie du métier. Et il avait également intervenu l'an passé dans notre groupe de travail. Il était à l'époque à la direction de la RSE du groupe Crédit Agricole. Donc aussi cette compétence qui nous partagera pour parler du monde de la finance à impact. Et donc Fabrice Bonifay que j'ai présenté juste avant. Et Alexandre Rambaud qui est partie des personnes qui ont des cartes de visite de taille format A3, je dirais. Bonjour Alexandre. Sur ce point, vous êtes, parmi les fonctions que vous êtes notamment directeur de la chaire écologique dont on a parlé aujourd'hui plusieurs fois. C'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais plus de votre rôle, de vos différentes fonctions dans les instances de normalisation qu'on a au niveau français, au niveau européen, et puis également remettre en perspective en fait le rôle de la comptabilité pour qu'elle transforme l'économie et qu'elle joue vraiment son rôle d'accroche à tous les dispositifs publics qu'il peut y avoir autour de l'entreprise. Donc voilà pour cette présentation. Donc je vous propose de commencer par Jean-Luc Teuret. Donc Jean-Luc Teuret, pour son rôle d'agriculteur. Donc je voudrais un peu vous exprimer, pour vous, on a vu donc, ce qu'était la comptabilité. En quoi cette comptabilité peut être vraiment un outil appliqué à l'échelle de l'entreprise agricole et qu'est-ce que seraient les bonnes conditions d'une bonne mise en œuvre pour que ce soit adapté à des très petites entreprises et que le monde agricole se l'approprie comme un outil utile à son pilotage et non pas comme une contrainte telle qu'on pourrait la vivre principalement aujourd'hui. Ok, merci Francky. Bonjour à toutes et tous. Petit complément d'information par rapport à ma situation d'aujourd'hui. Ça fait 6 ans que je développe avec un de mes associés une plantation sur Dijon, sur du Bourgogne-Dijon, plantation de vignes en zone périurbaine et en appellation Bourgogne. Donc avec quelque chose qui se construit, qui est lié à au périurbain, donc l'ensemble, l'environnement est extrêmement important, et avec justement des essais divers. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai passé une grande partie de ma vie dans la comptabilité. C'est un beau métier. Et j'en retiens aujourd'hui, par rapport à cette approche comptabilité environnementale, 2-3 éléments fondamentaux de réflexion pour me dire, si jamais on veut que ça réussisse, il faut tenir compte de ces paramètres-là. Et les paramètres qui me paraissent extrêmement importants dans cette approche de comptabilité environnementale, c'est qu'on est dans une population de très petites entreprises. Ça veut donc dire qu'il faut être extrêmement simple dans les éléments qu'on va mettre en place.
nous sommes dans une population hétérogène, c'est-à-dire qu'au niveau des régions, au niveau des productions, etc., les problématiques ne sont absolument pas les mêmes. Nous sommes dans une profession où nous travaillons sur la nature et sur le vivant. Ça veut dire difficilement maîtrisable, difficilement prévisible. Donc tous ces éléments-là, il faut bien les prendre en paramètre. Ce n'est pas un modèle industriel classique qui va y aller, mais c'est un modèle avec de grosses variabilités et de grosses interrogations. Après, sur ce que j'ai entendu dans les clés de réussite possibles, je pense qu'effectivement, si on veut que ça soit parlant au chef d'entreprise agricole, parce que c'est un chef d'entreprise agricole, il faut qu'on reste dans les éléments financiers. C'est l'élément de langage qui va être le vecteur avec ses partenaires, avec toute une somme de ses correspondants, etc. Il n'y a pas d'autres éléments financiers, enfin pas d'autres éléments de langage aujourd'hui qui permettent une communication globale avec l'ensemble de ces partenaires-là. Ensuite de ça, il faut mettre en place des éléments de mesure, là encore, j'allais dire, peu nombreux et simples. Et il me semble, personnellement, que le sol doit être la moelle épinière de tout le raisonnement de construction comptable, l'amélioration du sol. Parce que si on s'aperçoit que si le sol s'améliore, il y a amélioration de la biodiversité, etc. etc. Donc globalement, focaliser sur le sol pour faire en sorte que ça soit facile à mettre en œuvre et compréhensible pour l'agriculteur et les autres. Donc voilà un peu pour moi la notion des paramètres. Il se trouve que dans les éléments de mesure derrière, il y a au fil de l'expérience du monde agricole un certain nombre de structures qui se sont mises en place et qui avaient aussi pour objectif de donner des éléments standards de coût qui doivent permettre de faciliter l'approche comptable. Du type CETA, du type GVA, du type CUMA, etc., BCMA. On a des acteurs qui ont pendant 40-50 ans déjà, y compris Ricard, déjà donné des informations standardisées. Et je pense qu'il ne faut pas aller chercher trop dans le détail exploitation par exploitation pour valoriser, mais il faut se servir de barèmes, je vais dire, communément acceptés pour pouvoir valoriser et non pas faire une machine trop compliquée au niveau des informations comptables. Certes, ça ne serait peut-être pas l'exactitude, mais par définition, la comptabilité n'est pas exacte. D'accord. Et donc, pour moi, il faut aller. La clé de la réussite, c'est la simplicité, la simplicité. Et globalement, et pour revenir à la méthode CARE, l'élément qui pour moi est un élément rédhibitoire pour le faire accepter par les agriculteurs, c'est cette notion de passif à tout prix et d'inexistence d'actifs. C'est, j'allais dire, contre nature. C'est totalement contre nature. Et pour moi, c'est un élément qui rend mort-né le projet si on y va. Et donc, il faut trouver des vocables différents, etc. Mais le principe de mettre en avant, par définition, que c'est un passif, expliqué indirectement par un capital environnemental, mais dont on ne sait pas qui il est et qu'est-ce qu'on doit en faire, etc., me paraît un peu alambiqué. Et par définition, j'allais dire pour moi, une contre-communication quasiment impossible à combattre. Voilà. Je laisserai Alexandre tout à l'heure répondre quand il prendra la parole. Mais moi, je ne parle que des agriculteurs. Hein. Très bien. Je propose de donner la parole à Fabrice. Bonifay doit partir vers midi, donc je vais m'adapter à lui. Donc Fabrice, vous êtes tout dans un grand groupe, mais on a souvent entendu, parler qu'en fait vous avez les mêmes problématiques que les TPE finalement, qui est de dire c'est pas parce que les grands groupes ont des services financiers de 15-20 personnes qu'elles peuvent mettre en place tous ces bons outils. Donc, est-ce que vous, de votre point de vue, en quoi la comptabilité peut aussi amener à transformer les entreprises et à travers vos structures, emmener en fait l'ensemble de votre chaîne de valeur? On a toujours du mal à croire ce qui fait mal à croire, en fait. Hein. Et le problème, il est dans le petit dessin que vous avez fait là sur votre leaflet, là. C'est que de faire croire qu'on va pouvoir gagner toujours plus d'argent en verdissant un peu nos façons de produire, c'est tout le problème, en fait.
Nous, ce qu'on pense, et moi ce que je pense, c'est ce qu'on pense au C3D, qui regroupe quand même 225 entreprises, essentiellement des grandes. Alors c'est vrai que ce n'est pas facile à entendre, c'est que nous, on va gagner de moins en moins d'argent. Si on se met à compter ce qu'il faut compter vraiment. Je pense que l'art de la comptabilité d'aujourd'hui, classique, c'est l'art de compter ce que l'on gagne sans jamais compter ce que l'on doit à la nature, précisément. Et on est en train de s'apercevoir que on a atteint les limites planétaires. Il y en a 9, on en a dépassé 6 déjà. Et que ce modèle-là, il n'est pas soutenable. Donc si on veut faire survivre un modèle économique global et nos entreprises, il va bien falloir qu'on change radicalement notre façon de produire. Et pour changer radicalement nos façons de produire, je suis assez d'accord avec le monsieur qui est au-dessus de moi, il faut mettre au passif du bilan ce qu'on contracte comme dette environnementale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne paye pas ce que la nature nous met gratuitement à disposition. Le cycle de l'eau, le cycle du carbone, le climat stable, la pollinisation, tout ça, c'est gratuit. Ces pilotes, ça n'apparaît pas bien en compte. Et pourtant, on fait tout pour maximiser en fait les profits résultant des activités des entreprises sans jamais réparer, provisionner, protéger ce qui nous permet de gagner de l'argent. C'est quand même anachronique. Je pense que les anthropologues du XXIe siècle, quand ils vont regarder notre façon de produire, ils diront ils étaient complètement fous à cette époque-là. On a dilapidé notre capital naturel pour maximiser des profits financiers. Et c'est moi qui vous le dis. Donc, on arrive à un moment donné où le monde se divise en deux catégories. Ceux qui croient au monde infini, il y en a. Ceux qui croient à ceux qui n'y croient pas. Il y en a aussi. Alors, ils sont certes très, très, très minoritaires, notamment dans les entreprises qui ont des perceptions à très courte vue. Mais dès lors qu'on réfléchit un petit peu, et on est amené quand même, quand on est exécutif dans un grand groupe, à réfléchir un peu plus loin que ce bout de son nez, on se dit, si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtiendra ce qu'on a toujours obtenu. Si on ne fait que réduire, comme l'a dit Alan Fustek, nos impacts négatifs, nos externalités négatives, sans chercher à les éliminer complètement, on ne fera que retarder l'échéance de la disparition de l'entreprise. Donc c'est un changement de paradigme majeur qui va devoir s'opérer. Donc si vous écoutez bien les étudiants d'AgroParisTech, là, il y a quelques jours, peut-être vous en avez déjà parlé, à qui on a appris l'agriculture du monde d'avant, alors qu'eux, ils savent qu'ils vont être dans les dizaines d'années à venir dans un monde d'après aux limites planétaires explosées, un climat qui va continuer de se dégrader et qui va même accélérer sa dégradation compte tenu de tout un tas de phénomènes qui vont s'amplifier, de laisser croire qu'on va pouvoir y arriver avec des mesurettes environnementales, mais c'est juste un crime contre l'humanité, tout simplement. Donc, il est temps de regarder les choses en face. Et c'est pour ça que nous, C3D, on soutient à 100% la mise en place d'une comptabilité multicapitale, parce que c'est la seule façon de faire, tout simplement. Et donc, les travaux de M. Rambaud, de M. Begbo, ici même, qui sont des gens juste lucides, tout simplement. Ce n'est pas des génies, ils sont juste lucides sur ce qui va se passer. Et donc, chez Bouygues, on a commencé à mettre en place une expérimentation CARE. Et ça rejoint ma première phrase, ça fait du mal à croire, de croire ce qui fait mal à croire. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que si on compte vraiment les coûts de réparation de nos externalités négatives, notamment à commencer par le carbone, on ne gagne plus d'argent, tout simplement. Donc si on veut continuer d'en gagner, il va bien falloir qu'on intègre dans notre compte la façon de produire sans externalité. Et ça, il va falloir le faire accepter par nos clients, par nos parties prenantes. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution magique pour continuer à vendre aussi peu cher sans dégâts, sans prendre en compte sans prendre en compte les dégâts générés par l'entreprise aujourd'hui. Parce que non, on ne peut pas dire que l'entreprise ne génère pas d'externalités négatives. Toutes les entreprises génèrent, dans leur mode de conception aujourd'hui, des externalités négatives. Alors certes, elles produisent aussi des externalités positives, mais qui sont surtout sociales
et économique. Sociale en partie, et économique toujours. Enfin, toujours dès lors qu'elle gagne de l'argent. Et la variable d'ajustement dans ce modèle-là, c'est toujours l'environnement. Parce que quand tout va mal, hop, back to basic, on refait comme on faisait avant, parce qu'en fait, on considère qu'on gagne de l'argent d'abord, et on redistribue en social et en environnement. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est le contraire. C'est de l'environnement et du social, et c'est ça qui peut-être nous permettra de gagner de l'argent. C'est juste le contraire. Donc ce grand reset-là, si on avait le temps encore de le mettre en place, on se dirait, ça va le faire, sauf qu'on n'a même plus le temps. Il va falloir de toute manière qu'on accepte, nos entreprises, de revoir complètement notre système comptable dans les tout prochains mois, qu'on change forcément nos modèles économiques pour aller vers, comme disait Alan Fustek, sur des modèles de fonctionnalité. Le but, c'est de fabriquer de moins en moins de produits, mais d'optimiser et de faire en sorte que ces produits soient de plus en plus utilisés. Donc c'est ce qu'on appelle l'intensité d'usage, c'est l'économie de la fonctionnalité. On n'a pas le choix pour baisser la pression sur les ressources et revenir aux limites planétaires qui doit être notre seule boussole pour établir nos plans d'affaires. Donc arrêtons de croire que c'est le marché qui a raison, c'est complètement faux. Ce qui a raison, c'est les limites planétaires. C'est un fait scientifique. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de détracteurs de ce genre de choses, mais heureusement, il y a de plus en plus de gens lucides qui savent que les arbres ne grimpent pas aux arbres, que les arbres ne grimpent pas au ciel, et qu'il va bien falloir, tôt ou tard, inverser cette tendance suicidaire sur laquelle nous sommes lancés à pleine vitesse. Voilà le message du C3D aujourd'hui. Une deuxième question avant d'ouvrir sur Gabriel et Vincent Lemaitre. Comment on pourrait changer d'échelle en fait? On sait que les 15 prochaines années sont cruciales pour beaucoup de 15, sujets. Ça sera trop tard si on s'y met dans 15 ans. Le changement d'échelle, ça passe par du leadership. Ça passe par du courage de la part des personnes qui vont dire bon oui, on va accepter de gagner moins parce qu'il faut juste sauver notre modèle de production et assurer un avenir à nos enfants, ne serait-ce que ça. Il faut réduire les inégalités, oui. Il faut modifier très rapidement les modèles économiques pour aller vers une économie de l'usage et d'intensité d'usage, donc de la fonctionnalité. Et puis il faut accepter de payer plus cher nos vêtements, notre nourriture, pour rémunérer au juste coût des agriculteurs qui vont vraiment jouer le jeu et qui vont arrêter d'empoisonner les terres, etc., avec des modes de production qui seront certes moins peut-être, et c'est pas sûr d'ailleurs, moins productifs que des systèmes agrochimiques, mais qui seront tellement plus durables et tellement plus réalistes par rapport aux faits scientifiques. Donc c'est sûr que ça ne va pas le faire si on n'a pas une volonté politique majeure, s'il n'y a pas un courage énorme, et c'est vrai qu'on en manque beaucoup au niveau des plus hautes instances, que ce soit de l'État ou au niveau de l'Europe, même si les choses sont en train de frissonner actuellement. Mais ce qui m'inquiète le plus, moi, ce n'est pas l'absence de solutions, parce qu'on a les solutions pour construire autrement, pour manger autrement, pour se vêtir autrement, pour bouger autrement, on a toutes les solutions. Ce qui nous manque, c'est la volonté d'agir. D'accord, très bien. Donc la fiscalité et la finance peuvent jouer un rôle booster de cette dynamique. Oui, bien sûr, mais ce qu'il faut surtout, c'est rapidement écouter M. Rambaud. J'ai déjà trop parlé. C'est mettre en place la comptabilité capitale, parce que tout est là, en fait. Merci. Bon, on va y arriver progressivement. On va monter la pyramide progressivement. Merci, Fabrice Bonifay. Je propose de laisser la parole à Gabriel. Donc, Gabriel Boulot est notre experte fiscalité écologique. Déjà, est-ce que vous pourriez un peu nous réexpliquer en 2-3 mots, c'est quoi la fiscalité écologique et en quoi elle est liée à la comptabilité? Je veux bien faire un petit détour rapide, juste pour m'insérer dans le débat sur actifs, passifs et la difficulté que le monde agricole a à entendre ce discours. Et je pense qu'il y a un malentendu, c'est-à-dire que toutes les entreprises n'ont pas eu affaire au vivant par le passé. Et les entreprises qui travaillaient avec le vivant, et les entreprises agricoles sont au premier plan de ça, ont eu des activités de reproduction de ce vivant pendant de longues années. Et donc on pourrait dire que si elles n'avaient pas du tout eu ces activités-là, on serait dans une situation encore pire. Donc il y a plein d'acteurs avec peu d'impact positif, mais qui ont eu cette volonté d'avoir un impact positif sur le vivant. On ne peut pas complètement, d'un revers de main, dire tout ça n'existe pas et vous avez toujours détruit la nature. Il y a une partie de la nature que les entreprises agricoles ont entretenue, mais effectivement, avec les limites planétaires qu'on a en face de nous,
l'enjeu de la comptabilité, c'est de regarder par rapport à tout ce qu'on est en train de détruire et qu'il faut ramener dans le positif, si le 0, on le met au niveau de la limite, alors étant donné le dépassement qu'on a, forcément, on va rester dans le négatif et on est dans le passif. Et en fait, en faisant ce 0 aux limites planétaires, on est amené à écraser la partie positive des actions, puisqu'on considère que celle-là, elle est restée dans les limites, donc elle ne fait pas partie du problème. Donc en gérant le problème, on gère un passif. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas pu être pire. On aurait pu aussi dire, en fait, la planète, elle pourrait même être bien mieux que juste les limites. On pourrait être, et dans ce mieux, il y a une contribution des gens qui se préoccupaient de la reproduction. Donc c'est juste pour dire qu'il y a un effet de convention à dire, étant donné le problème, il y a tout ça à gérer, comment on le répartit. De toute façon, ça sera du négatif pour tout le monde, puisqu'on ne gère que ce problème. On pourrait dire, on gère un peu plus, et là, c'est une convention. Et en voulant insister sur cet aspect conventionnel, j'en arrive à la fiscalité. Parce qu'en fait, ce que vous avez dit dans la manière dont individuellement chaque entreprise peut repositionner ses activités, repenser son modèle économique pour aller vers des activités qui vont prendre leur part dans ce meilleur respect des limites, le problème, c'est que les personnes, enfin les entreprises qui sont convaincues et qui voudront aller vers ça vont se repositionner, mais il va en rester d'autres sur des activités qui ne sont pas souhaitables et qui sont destructrices. Et en fait, la fiscalité joue quand même beaucoup de rôle dans la façon de donner des signaux aux activités. En fait, la comptabilité, ça a comme grand effet de rendre visible dans des comptes des choses que jusqu'à présent, on ne voyait pas. Et donc, il y avait une sorte de production d'ignorance et ça donnait cette impression qu'on pouvait aller de façon illimitée, puisqu'en fait, il n'y avait rien qui empêchait d'ajouter des profits. On ne voyait pas ce qui se détruisait par ailleurs. Donc, quand on rend visible cette part-là, il faut la rendre visible partout, parce que sinon, effectivement, il y a une distorsion de concurrence importante. Et en plus, il faut dire aussi que les pratiques actuelles fiscales des États ne sont pas forcément vertueuses en matière d'environnement. Et elles ont aussi, dans la manière dont l'amortissement peut être défiscalisé, un encouragement à des investissements en matériel qui ne sont pas forcément dans le sens de l'amélioration environnementale. Donc, il y a des subventions à certaines activités qui sont destructrices. Donc, la fiscalité est très importante pour que les richesses des États s'appuient sur des richesses qui soient de vraies richesses qui entretiennent aussi l'environnement. Donc, non seulement les entreprises doivent avoir un tableau de bord dans lequel leur effet sur l'environnement apparaît, mais la manière dont les États prélèvent des ressources pour les redistribuer doit aussi influencer en mettant, en privilégiant des taxes sur ce qui cause des dommages à l'environnement et en essayant de subventionner ce qui va plutôt dans le sens de la protection de l'environnement. Et ce n'est pas quelque chose qui est complètement nouveau. Il y a des fiscalités écologiques qui existent déjà. Dans le domaine de l'eau, par exemple, le fait que les pollutions soient taxées, cause des redevances, dans le système des agences de l'eau en France, par exemple, c'est un modèle de fiscalité qui n'est pas parfait, mais qui donne un signal sur l'économie qui, en fait, complémente des obligations réglementaires de non-pollution. Donc, en fait, on avance en même temps avec des outils réglementaires qui empêchent la dégradation et des outils fiscaux qui permettent de redistribuer en prélevant aux plus gros pollueurs et en aidant à la dépollution. D'accord. Je sais pas si... Si, en fait, vous avez souvent un point important, c'est que la fiscalité, c'est un élément du vivre ensemble. C'est qu'on prélève des ressources sur la plus grande base, on va dire, pour refinancer des choses qui sont utiles au commun. La fiscalité est souvent perçue comme très négative, on la repousse, la fiscalité. Quelles seraient les bonnes conditions pour qu'elle soit acceptable ? Dans une logique, par exemple, vous savez, on collecte de l'argent sur des aspects négatifs, mais si on cloisonne cet argent-là pour le restituer à la réparation du problème qui a été causé, ça peut la rendre acceptable pour ceux qui en seraient, on va dire, payeurs. Il y a un intérêt et un défaut à ce juste retour, un peu de mutualiser l'argent prélevé
sur certaines activités. Effectivement, dans le système des agences de l'eau, au départ, tout l'argent qui était prélevé sur les factures d'eau auprès des utilisateurs, enfin des préleveurs et des pollueurs de l'eau, était restitué aussi à ce domaine de l'eau uniquement. Alors effectivement, ça permet de penser que cet argent, on voit bien où est-ce qu'il va. Bon, c'est contraire au principe d'unité des comptes de l'État, mais c'est plus acceptable pour le secteur de l'eau. Mais on voit bien aussi que du coup, ça favorise certaines activités, notamment toutes les activités de canalisation, de stations d'épuration, au détriment peut-être d'investissements dans l'environnement qui pourraient, dans d'autres secteurs que l'eau, être peut-être plus durables. Et donc, en fait, ce cloisonnement, il a aussi ses limites. Donc, ça peut être un facteur pour accepter de voir où ça va. Mais en fait, le fait qu'il puisse y avoir un débat démocratique sur qu'est-ce qui est le plus urgent en dehors éventuellement de l'eau, beaucoup de choses sont très urgentes, mais de vérifier qu'il n'y a pas un accaparement au sein du secteur. Et en fait, dans ce qui crée les conditions pour qu'une fiscalité soit acceptée, c'est aussi qu'elle soit juste, c'est-à-dire que les acteurs qui soient le plus taxés, on comprenne bien pourquoi ils le sont, et que les efforts produits par les agents soient sur des bases qui semblent équitables et qui ont été discutées pour être équitables. Et là, je pense qu'il y a besoin d'un débat sur la manière dont on fixe les critères pour éviter effectivement que certains acteurs profitent du système, on pourrait dire. Est-ce qu'on pourrait traiter fiscalement, ou comptablement aussi peut-être, les bons investissements pour l'environnement, par exemple? On leur fait un traitement à part pour qu'ils soient pas justement, qu'ils soient incités à être réalisés. C'est possible en comptabilité ou en fiscalité? Oui, de toute façon, la pression fiscale, elle est décidée, enfin, c'est une politique publique particulière. Donc, qui est-ce qui est soumis à des taxes et à quel taux? C'est une convention qu'on peut revoir. Et donc, effectivement, tout à fait, savoir quels sont les taux appliqués aux différentes activités, quelles sont les catégories d'activités qui sont moins prélevées, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la pression fiscale, elle soit favorable à l'environnement. D'accord. Donc là aussi, un changement de modèle important au niveau public pour provoquer ce changement de modèle économique de l'entreprise. Passer la parole à Vincent. Donc Vincent Lemaitre, notre expert finance à impact aujourd'hui. Je vais prendre cette fonction-là. Donc vous travaillez pour l'entreprise Tikeo Capital. Je vous laisserai la présenter simplement. Et puis vous êtes investi dans le domaine agriculture et agroalimentaire depuis quelques mois. Et donc la question que je pourrais vous poser, c'est en quoi, par exemple, la finance à impact pourrait contribuer à faire émerger une agriculture à impact. Merci Francky. Bonjour à tous. Je vais rapidement présenter Tikeo parce qu'autant que Crédit Agricole, je pense que tout le monde connaît ici, mais Tikeo, pas forcément. Donc Tikeo, on est un asset manager européen, c'est-à-dire qu'on gère l'épargne des épargnants et des institutionnels que l'on réinjecte dans l'économie. C'est notre mission. Aujourd'hui, chez Tikeo, il y a effectivement la notion d'impact. Alors, qu'est-ce qu'on entend par impact? C'est la définition qui a été donnée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va essayer de travailler avec les entreprises dans lesquelles on va investir, l'aspect positif, comment les produits et services d'une entreprise peuvent avoir un aspect positif pour la planète. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler uniquement la performance ESG, les externalités négatives de l'entreprise, on va aussi travailler la part du produit et service de cette entreprise, en quoi elle peut avoir un impact positif. Et ça, c'est important parce qu'on entend beaucoup de définitions sur l'ESG, sur l'impact aujourd'hui. Aujourd'hui, la définition qui fait corps aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est comment je vais avoir un impact positif. Donc, chez Tikeo, ce qu'on essaye de faire, et je dirais qu'on est assez avancé sur le sujet, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que la finance est très en retard dans cette transition, en tout cas, de mon point de vue. Ce qu'on essaye de faire, c'est discuter avec les sociétés. On n'a pas énormément de leviers de pouvoir quand on est un investisseur ou un financeur. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de convaincre les entreprises d'engager des démarches. On ne peut pas les forcer. À aucun moment, on a ce pouvoir de forcer une entreprise à travailler sur un impact positif ou sur même sa qualité ESG. Ce qui est important de noter, c'est que chez Tikeo, on travaille essentiellement avec les ETI et PME sur le marché du non-coté. Donc ça, c'est important, contrairement aux grandes entreprises qui ont des services RSE avec de l'expertise en interne. Nous, souvent, les personnes avec qui on va discuter, donc les directeurs financiers, les responsables RSE, très rarement, parce que chez les ETI et PME aujourd'hui, ils n'ont pas encore
de responsables RSE, on va travailler avec des gens qui n'ont pas d'expertise en interne. Et donc c'est là aussi où on peut avoir une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on va mettre notre expertise à leur profit. Ce qu'on essaye de faire, c'est discuter avec les entreprises, les convaincre que adopter aujourd'hui des démarches plus durables, c'est en fait assurer la pérennité de leur business model. On ne fait pas ça parce qu'on est des philanthropes. À la fin de la journée, il faut quand même qu'on gagne de l'argent, même si l'idée, ce n'est pas de maximiser les profits, mais il faut quand même qu'on gagne de l'argent parce qu'on gère la période des gens. Nous, notre but, c'est de dire, si vous ne maximisez pas votre performance ESG et si vous n'allez pas sur l'impact, qui est l'étape au-dessus, possiblement votre profil financier va se dégrader. Et si votre profil financier se dégrade, vous allez possiblement perdre de l'argent et vous allez aussi avoir du mal à lever votre dette ou votre dette, le coût de votre dette va augmenter. On a plusieurs moyens de travailler ça. Le premier, c'est la force de conviction. On explique que pour nous, c'est très important qu'elles travaillent en plus de leur performance financière, leur performance extra-financière, car les deux vont en fait gérer, vont constituer la performance crédit, donc la performance globale de la société. On a aussi des instruments de dette qui sont de plus en plus répandus, qui sont ce qu'on appelle des Sustainability Linked Loans ou des prêts dans lesquels on va mettre des critères. Et en fonction de l'atteinte de ces critères, on va baisser la marge du crédit de l'entreprise. Encore une fois, on baisse la marge de l'entreprise, pas parce qu'on est des philanthropes, parce qu'on est des gens sympas, même si on l'est. L'idée, c'est d'intégrer la performance extra-financière dans le coût du crédit de l'entreprise. Avant, on ne parlait pas d'extra-financier dans la marge crédit que l'on pouvait faire à une entreprise ou dans le coût de l'argent qu'on prêtait à l'entreprise qu'on investissait en equity. Aujourd'hui, on essaie de l'intégrer. Et en l'absence de comptabilité environnementale, on est très limité pour calculer ou même estimer la performance extra-financière de l'entreprise. Donc les seuls éléments que nous avons à notre disposition aujourd'hui, ce sont les rapports RSE qui sont présents quasiment dans aucune entreprise de PME, typiquement, et même chez les ETI pour lesquels c'est une obligation, on ne les a pas. Et ces rapports RSE ne sont pas standardisés, c'est-à-dire qu'on a des données qui sont vraiment différentes d'une entreprise à une autre, avec la qualité et la fiabilité que j'imagine que tout le monde connaît, qui est très limitée. Donc notre travail n'est pas simple, puisqu'on essaye de travailler des sujets sur lesquels on n'a pas d'informations. On essaye de recueillir l'information auprès d'entreprises qui ne sont pas matures sur le sujet. Donc on n'a terriblement pas d'informations. Et on essaye d'intégrer tout ça dans nos modèles. D'accord ? Donc nos modèles d'analyse, donc au niveau de la sélection d'entreprises, donc c'est très compliqué parce que quand vous n'avez pas de données, c'est très, très compliqué de faire une analyse. Et ensuite dans l'engagement avec la société pour déterminer des critères. Donc quand on détermine des critères, on va baisser le coût de la dette. On doit aussi prendre en compte le fait que l'immensité des entreprises, par exemple, ne font pas d'empreinte carbone. Donc le carbone, c'est un critère qu'on travaille beaucoup dans la finance. C'est un sujet qui a été à la mode pendant des années, même si la biodiversité est un sujet qui va être de plus en plus travaillé. Le carbone, aujourd'hui, si on veut le travailler, la première étape avec une entreprise, c'est juste de lui demander de faire un bilan carbone. Donc on repasse dans 6 mois, quand l'entreprise a son bilan carbone. Et là, on commence à avoir des chiffres, on peut travailler. Voilà ce qu'on essaye de faire. Et vous allez certainement vous demander que fait Tikeo dans l'agriculture, car Tikeo, historiquement, n'a jamais été dans l'agriculture. Nous, notre marché cœur, c'est le corporate et un petit peu les institutionnels, mais vraiment très peu. Que fait Tikeo depuis 2022 et fin 2021 dans l'agriculture à travers un fonds d'agriculture régénératrice ? Tout simplement parce que quand on veut avoir un impact et qu'on a travaillé le carbone, on a déjà fait des fonds de décarbonation. Le sujet que l'on souhaiterait travailler, c'était la biodiversité. Et quand on regarde les acteurs historiques de la finance, que ce soit les banques ou même les investisseurs spécialisés dans l'agriculture, aucun ne part sur l'impact agricole ou agroalimentaire. Donc on est parti de ce constat en se disant, les acteurs historiques n'y vont pas. Nous, on n'a pas forcément l'expertise interne, mais donc on s'est associé à des personnes externes pour pouvoir monter ces fonds. Et on va essayer d'adresser les sujets cœur de la transition agricole à notre échelle, mini-échelle, puisqu'on va lever un fonds d'1 milliard. Donc, ce n'est pas avec 1 milliard qu'on va révolutionner l'agriculture et le secteur agroalimentaire en France. Mais en tout cas, on va essayer de participer à financer les entreprises qui peuvent apporter des solutions et aussi financer les agriculteurs à certains niveaux qui peuvent aider dans la régénération des sols, etc. Très bien. Donc finalement, la finance, elle a quand même son rôle important d'apporter de l'oxygène à l'entreprise et son couple tuyau, même si elle est en bonne santé par ailleurs, elle meurt.
vous avez quand même une forte responsabilité. Vous l'avez soulevé à travers les réseaux bancaires historiques, qui aussi sont des grosses structures qui ont une part de marché important dans le monde agricole. Donc vous pensez que ces acteurs-là ont aussi un intérêt, même dans leur intérêt propre, mais aussi dans l'intérêt sociétal, de vraiment provoquer ce changement en changeant les modes de financement, en demandant plus de critères, notamment extra-financiers que vous avez soulevés, qu'on ne sait pas collecter aujourd'hui. Donc quand vous les aurez, je dirais, le monde financier les aura, comment ça va provoquer cette bascule en fait? Alors, c'est triste à dire, mais je ne pense pas que le mouvement vienne de la finance en tant que tel. Le mouvement vient de la réglementation. C'est-à-dire qu'il y a ce débat court terme et long terme qu'on connaît tous, et effectivement, c'est très important. Aujourd'hui, on est encore trop dans la finance sur la profitabilité à court terme. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va me rapporter à 2 ou 3 ans, et le reste, je ne l'intègre pas. C'est pour ça que la comptabilité environnementale, c'est extrêmement important parce que ça nous permet d'avoir une vue long terme. Si vous regardez le secteur de la finance, Tikeo, c'est un des leaders de la finance à impact. On gère 2 milliards en France. Donc, 2 milliards sur l'immensité des milliards qui sont en France. Et même, je pense même qu'on est un leader mondial alors qu'on gère 2 milliards. Donc, pour vous donner un peu le chemin qui reste à parcourir sur la finance, je pense que le vrai déclencheur, c'est la réglementation. La réglementation, c'est la taxonomie européenne notamment. La taxonomie européenne va venir imposer des critères aux entreprises et va inciter la finance à reporter un certain nombre d'indicateurs. Alors, il y a 2 indicateurs, ça c'est mon estimation, hein. C'est ma vue personnelle de comment ça va se passer, donc je ne sais pas si réellement ça va se passer comme ça, mais grosso modo, les banques vont devoir communiquer la part de leurs investissements qui sont alignés à la taxonomie à partir de 2024. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont devoir communiquer toutes les entreprises qu'ils ont financées, quelle est la part d'alignement de ces entreprises à la taxonomie, et quelle est la part, donc elles vont prendre cette information et ensuite le reporter au niveau global, c'est-à-dire la totalité de leurs investissements. Les investisseurs, c'est le même indicateur qu'ils vont devoir reporter. Donc qu'est-ce qui va se passer? Simplement, c'est qu'on va pouvoir, demain, comparer les banques l'une entre elles. Donc on va savoir quelles étaient les banques qui ont vraiment investi dans les activités vertes à travers la taxonomie et quelles sont les banques qui n'ont pas joué le jeu. Et c'est ça qui, pour moi, va vraiment déclencher le mouvement parce qu'on n'a aucune, aujourd'hui, à part écouter ou lire les rapports financiers des institutions, on n'a aucun moyen de savoir qui finance quoi et qui finance vraiment du vert. Parce que financer du vert, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est vraiment compliqué de savoir si vraiment ce que j'ai financé, ça avait un impact positif ou pas. Parce que la maturité n'est pas là. Donc ça, il va y avoir ça. Et ça, c'est vraiment important. Il va y avoir aussi, on estime qu'à terme, la BCE va avoir des traitements différents entre les fonds qui sont alignés à la taxonomie ou pas. Donc ce sera la même chose pour les investisseurs. Nous, les investisseurs, ce sera les épargnants qui nous forcent à aller sur l'impact, justement. On a de plus en plus de demandes, justement, de ces épargnants. Donc c'est là, le mouvement vient de là, de la réglementation et un peu la prise de conscience, on va dire, des épargnants. Mais la finance en tant que telle, elle a besoin, justement, qu'on la réglemente. J'aurais juste apporter un petit complément à mon voisin, là. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, un impact positif ne compense pas un impact négatif. Tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Hein. Donc pendant très longtemps, on s'est dit, voilà, on gagne de l'argent, on paye des impôts, on redistribue aux actionnaires, etc. Donc on peut se permettre de polluer un petit peu. Voilà. Mais ça, on ne peut plus raisonner comme ça. Il n'y a pas substituabilité, enfin, je ne sais pas comment on dit, on substitue. Voilà, on dit, voilà, on reporte sur le vivant. Et ça, cette façon de penser, de dire, voilà, on ne peut plus aujourd'hui produire des externalités négatives, c'est interdit, ça va tout changer. Et donc, ça va nécessiter de remettre dans les comptes tout ce qu'il faut faire pour ne plus produire d'externalités négatives, tout en continuant de maintenir des impacts positifs par ailleurs. C'est ça la règle du jeu. Très bien. Je suis désolé, je suis obligé de vous laisser, c'est hyper intéressant. Merci. Et je connais bien Fabrice. le discours du monsieur du dessus, donc D'accord. Voilà, Merci à vous, on se rappellera. Merci, au revoir. Au revoir. Alexandre, bonjour. De nouveau, bonjour. Donc, vous avez le rôle de passer en dernier. Vous avez une vision assez large des sujets qu'on a abordés juste avant. Je vous invite à prendre le temps de répondre à la question sur CARE. Vous êtes là pour le faire, donc prenez ce temps-là d'éclairage. Mais après, très vite, revenir sur la perspective notamment de normalisation. On voit qu'il y a une demande de cette comptabilité environnementale qui est en foisonnement. Où on en est dans la normalisation? Est-ce qu'on doit attendre que ce soit normé avant d'agir? On peut commencer à mettre le pied dedans peut-être avant. Et puis après, d'ouvrir rapidement aussi sur la capacité de la comptabilité, finalement, à avoir ce rôle de
de base d'un projet politique global qui peut fédérer tous les acteurs en fait pour créer un nouveau projet sociétal peut-être des 15-20 prochaines années, comme l'agriculture en a eu un dans les années 50, qui l'a entraîné jusqu'à aujourd'hui. Donc comment on refonde un nouveau projet grâce à la comptabilité. Oui, alors merci déjà de m'inviter à cette table ronde et désolé de ne pas être parmi vous, je suis actuellement en déplacement en colloque. Donc très rapidement pour répondre à certaines interrogations par rapport à CARE, hein, la question autour de CARE, en fait, c'est d'étendre la réalité comptable qu'on a en comptabilité en coût historique et qui est connue depuis très très longtemps historiquement, qui est que c'est le passif qui donne les ressources de l'entreprise, hein, les actifs sont des emplois des ressources. Donc l'idée de CARE, c'est de dire qu'il y a des ressources nouvelles qui sont des avances en termes de biens communs, comme le sol, le climat, l'eau, qui sont faites donc à l'entreprise, hein, et ces avances sont ensuite employées, et c'est ça qu'on va appeler les actifs au sens de CARE. Donc la question de la dette, en fait, c'est une réalité hein, dans toute la comptabilité financière, c'est que les ressources sont des dettes, les avances sont des dettes par définition. Et ensuite, on va savoir comment, enfin, on va s'interroger comment les employer, c'est ça qui deviennent les actifs. Et donc l'idée, c'est d'étendre ça à une réalité non plus que financière, mais extra-financière. Et on peut envisager hein, des questions liées à l'amélioration, mais tout ça, ça se traite sous la forme de nouveaux types, par exemple, de dividendes. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en tout cas, voilà, c'était pour remettre ce point-là. C'est vraiment une question d'extension de la réalité comptable historique hein, que l'on a en comptabilité financière. Sur la question de la normalisation, et du fait, est-ce qu'on doit attendre la normalisation pour s'y mettre? La réponse est non, c'est parce qu'il y a eu aussi déjà des pionniers, qu'il y a eu la possibilité de lancer une normalisation, c'est-à-dire que la normalisation ne va pas être première, elle va toujours être tirée par des acteurs qui veulent aller quelque part. Et donc, c'est plutôt, j'aurais tendance à dire, un complexe système d'interrelations entre des acteurs de terrain, donc entreprises, organismes publics, organisations publiques, des ONG et les institutions, et donc normalisateurs, hein, qu'on va pouvoir faire progresser les choses. Sachant en plus que justement, il n'y a pas une normalisation, comme vous le savez sûrement, il y a actuellement au niveau comptable donc deux grands normalisateurs qui sont en course, donc un au niveau de l'Union européenne, et un au niveau, on va dire, international, parce que c'est un peu plus complexe que ça, parce que c'est une instance de droit privé qui n'a pas réellement quelque part de légitimité au niveau des instances internationales, mais en fait, elle a pris une légitimité au niveau international de fait, donc qui est l'International Sustainability Standard Board, qui est une émanence de l'IASB, l'International Accounting Standard Board. Donc, derrière cette question de la normalisation, d'ailleurs, cette normalisation reflète les controverses, les divergences de fond qu'il y a actuellement au niveau de la comptabilité. Et ces divergences de fond, on les voit aussi dans les débats de terrain. Par exemple, dans les débats que j'entendais avant, par exemple simplement sur la question du fonds et du capital extra-financier, c'est justement une question de fond. Là, c'est une controverse, parce que la réponse, en fait, c'est ça dépend du modèle comptable que vous allez prendre. C'est-à-dire que dans les comptabilités socio-environnementales, il y en a qui vont partir vers l'idée que le capital extra-financier va être un nouveau type de fonds, et d'autres qui vont dire non, ce n'est pas un nouveau type de fonds. Et c'est un exemple parmi d'autres, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une comptabilité extra-financière, il y a plein de façons de l'aborder, et il n'y a pas une normalisation à l'heure actuelle. Il y en a deux, et qui sont basées sur des tenants et des aboutissants radicalement différents. C'est-à-dire que derrière, ce n'est pas juste des petits points, en fait, on va dire, de débats qui vont converger rapidement. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans les, peut-être que vous le savez, hein, des grands points de divergence, mais ce n'est pas le seul, entre l'Union européenne et la normalisation, on va dire, dite internationale,
c'est la question de la double matérialité, c'est-à-dire que du point de vue européen, la comptabilité, le reporting extra-financier doit montrer les impacts de l'entreprise sur l'environnement. Tandis que du point de vue de l'ISSB au niveau international, non, en fait, on n'a pas à prendre ça en compte. Alors c'est un peu plus complexe que ça, je pourrais rentrer dans le débat, mais c'est quand même un point donc extrêmement clivant. Et ça renvoie à une vision du monde et à une vision de la façon de faire évoluer les systèmes économiques, en fait, socio-économiques. C'est-à-dire que derrière, et justement par rapport à la question qui est posée, derrière la comptabilité, en fait, la comptabilité, c'est politique. C'est une réalité, hein, la question politique qui a en fait qui a parcouru énormément de réflexions au niveau comptable. Malheureusement, ces dernières années, il y a eu un peu aussi un effet de plus de technicisation de la comptabilité, mais la comptabilité est un enjeu politique majeur, c'est-à-dire la façon dont on comprend un modèle d'affaires, la façon dont on le structure, la façon dont on structure des indicateurs et dont on va aussi comprendre la position de l'entreprise par rapport à son univers, que ce soit en termes de parties prenantes, que ce soit en termes d'entité environnementale, du lien avec, si je reprends par exemple le rapport Nota-Sénar qui disait qu'il faut considérer les employés comme des parties constituantes et que ça doit être du coup, comme ça dans la gouvernance, il doit y avoir une évolution comptable par rapport à ça, etc. Et puis le rôle de l'État. Donc derrière, c'est la comptabilité qui sert à cadrer en fait ces choses-là et donc ces débats. Et à chaque type de débat va être associé donc des controverses et donc des façons différentes de faire de la comptabilité. Et il faut bien voir que, pour donner un ordre d'idée, hein, c'est qu'il y a à peu près 50 ans de recherche en comptabilité socio-environnementale. On a à peu près un peu plus, peut-être 60 ans de recherche en économie environnementale et puis un peu moins en économie écologique, mais ça doit être dans les 40 ans, 50 ans. Il y a donc beaucoup en fait de réflexions, beaucoup de débats qui ont eu lieu, beaucoup de controverses qui ont été abordées, et que l'état actuel des choses en termes de position des modèles comptables, des différents modèles comptables internationaux qui existent, et d'une part de la normalisation, proviennent en fait de ces débats-là. Et que je suis toujours un peu justement gêné qu'on parle de la comptabilité socio-environnementale, hein, qu'on parle de la normalisation extra-financière, parce que justement, ce n'est pas le cas. Il y a des façons d'aborder les modèles comptables, et on va avoir des modèles comptables, il y a des façons d'aborder la normalisation. Et que derrière, justement, ce sont des choix de société qui sont en cours. Et alors, je ne vais pas revenir sur ce que Fabrice Bonifay disait je suis entièrement d'accord avec lui, il y a un choix de société. C'est qu'est-ce que l'on veut en fait prendre en compte, justement, littéralement. Est-ce qu'on veut intégrer les limites planétaires? Est-ce qu'on veut intégrer ce qu'on appelle les bons états écologiques, une notion centrale en sciences écologiques, ou pas? Ou est-ce qu'on veut continuer à raisonner en termes d'analyse coût-bénéfice, hein, dont, par exemple, et c'est mon point aussi, c'est que, par exemple, les analyses coût-bénéfice, ou les analyses risque-opportunité, qui sont la base d'ailleurs de ce qu'on appelle la matérialité simple, qui ont en fait été souvent associées à une première phase de mise en place de la comptabilité socio-environnementale, c'est-à-dire qu'on va chiffrer du plus et du moins. En fait, on ajoute du plus et du moins compte de résultat et on fait en fait un micmac. Et au final, on a un résultat et en disant quand c'est plus, c'est bien et quand c'est moins, non, c'est pas bien. Ça, les analyses coût-bénéfice, hein, on a démontré, et j'insiste là-dessus, hein, c'est qu'on a démontré en bioéconomie, donc comme je le disais, avec énormément, des dizaines d'années de recherche, que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, c'est mon point aussi, c'est que ces controverses au niveau comptable sont non seulement des controverses au niveau des hypothèses, mais aussi en termes de qu'est-ce que ça pourrait faire si on mettait en place un modèle ou un autre. Bien, il se trouve qu'on a en fait des travaux qui permettent d'avancer là-dessus et qui montrent que si on raisonne uniquement en termes d'analyse coût-bénéfice, en termes de risque-opportunité, si on raisonne uniquement en termes, par exemple, de valeur actionnariale, c'est-à-dire de valeur actualisée ou ce type de raisonnement en fait conduit à des niveaux de gestion de l'environnement qui ne sont pas raccords avec des préservations sur base scientifique.
Ça, on le sait. Le problème, c'est que tout ça n'est pas encore complètement intégré dans la réflexion sur la finance et la comptabilité durable, et encore moins dans la normalisation. À titre indicatif, par exemple, à l'heure actuelle, que ce soit malheureusement au niveau européen et au niveau, et c'est encore pire entre guillemets, au niveau international, il n'y a pas la présence ni de scientifiques, ni de spécialistes, par exemple en bioéconomie, qui sont convoqués dans le débat, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a personne de ce type-là, il n'y a pas d'acteurs de ce type-là qui participent au débat. Donc, ça pose un problème de fond, c'est qu'on a énormément de connaissances, on a beaucoup de choses, mais ce n'est pas suffisamment convoqué. Et du coup, les choix qui sont faits dans les orientations sont, pour certaines, des choix qui sont un peu faits au doigt mouillé en disant, bah, tiens, ce serait bien de mettre dans la comptabilité un peu de ça, un peu de ci. Mais alors que, en fait, il y a des bases scientifiques pour conduire, pour arriver à renseigner ces choix, c'est-à-dire d'avoir l'idée de, si on veut partir vers tel ou tel monde, vers telle ou telle société, eh bien, scientifiquement, on a des résultats qui permettent de dire, et alors, il faut arriver à poser des bases comptables d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a actuellement une vraie complémentarité qui serait possible entre, d'un côté, des choix de société et ce que la science peut nous dire en disant, bah, si vous voulez telle ou telle société, il faut mettre en place tel ou tel système comptable. Ça, c'est des choses qui commencent à être appréhendables et faisables et qui ne percolent pas assez, à la fois dans les débats de terrain et dans les débats au niveau du normalisateur. Donc ça par exemple, c'est un problème de fond. Alors ça commence à émerger, justement, on parlait de la finance à impact. Ces débats-là, par exemple, ont eu lieu, il y a 2 rapports qui sont sortis en France sur la finance à impact, un qui avait été commandé par l'ancien Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire, qui est sorti en 2020, et un autre qui a été piloté par Finance Fortomoro, qui est sorti en 2021. Et en fait, ces débats-là sont arrivés, notamment sur cette question-là. Et ce qui était intéressant, par exemple, c'est qu'il y a eu un grand débat sur la question d'état de référence. On parlait juste avant, notamment au niveau de la fiscalité, enfin en introduction, il y avait cette question de où est-ce qu'on fixe l'état de référence. En fait, le rapport de 2020, donc pour le Haut Commissariat à l'ESS, a posé l'idée que la finance à impact devait définir en amont des états de référence qui seraient donc renseignables, et même scientifiquement renseignables, à partir duquel on pourrait définir si on a un impact positif ou si on est dans une dégradation en fait, de l'état de référence. Alors il faut savoir que c'est un peu l'idée qui a été, c'est très profondément l'idée qui est derrière la notion de bons états écologiques, qui commence à structurer en fait tous les milieux naturels et qui est aussi un peu derrière, alors c'est encore un peu balbutiant, mais derrière la philosophie de la normalisation comptable extra-financière européenne. C'est-à-dire l'idée d'avoir un peu un état de référence avec derrière du coup des plans d'action pour faire en sorte d'être raccord avec cet état de référence. Donc quand on a dégradé, on revient à cet état de référence et d'avoir des plans de transition. C'est typiquement ce qu'on retrouve, alors c'était encore sur base volontaire, mais dans la norme technique ESRS, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais E1, qui est la norme climat au niveau de la normalisation comptable extra-financière européenne. C'est cette philosophie-là. C'est-à-dire on définit un état de référence qui constitue du coup, si on est en dessous, une dette. À partir de là, on doit avoir des plans d'action et avec des budgets associés en fait. Donc voilà, ça c'est une façon d'orienter les débats. Et justement, il y en a beaucoup d'autres qui, comme je le disais, on peut avoir une approche très très critique sur leur possibilité d'être raccord avec des préservations sur base scientifique. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose d'enclencher le temps des questions, en commençant par Jean-Luc Teuret, pour optimiser le temps qui nous reste jusqu'à la conclusion. Ouais, je demanderai la permission d'une petite minute. Juste pour pousser un petit coup de gueule et puis un message d'espoir. Le petit coup de gueule, c'est dommage que notre ami de chez Bouygues soit parti. Entre le discours et l'action, il faut quand même plutôt privilégier l'action. Il se trouve que la famille B a acheté il y a 2 ans un domaine viticole sur Geoffroy-Chambertin. Je passe devant tous les matins. Et tous les matins, il y a des camions qui sont en train de construire. Donc, s'il y a une petite réflexion sur l'environnement, autant se l'appliquer à soi-même. C'est plus facile quand on est décideur. Le deuxième élément, au niveau du coup de gueule, sur la finance. Parce qu'il se trouve que dans mon activité professionnelle, j'ai participé à un certain nombre, même à un grand nombre de LBO.
et que entre le discours et l'action, la question finale, c'est la rentabilité, elle est où, je sors quand. D'accord? Donc c'est ça qui est beaucoup prégnant, la notion de votre impact sur l'environnement et ce que vous aviez engagé au début par rapport à ce que vous m'avez dit, c'est beaucoup moins présent. Donc je suis assez pessimiste sur cette évolution de tendance. Le troisième élément, le coup de gueule, il est un peu universitaire, mais il n'est pas méchant. Pensons que nous ne sommes pas les seuls au monde, qu'il y a une grande partie de la population qui n'a rien à voir avec notre niveau de vie, notre environnement, etc., et qui n'a qu'une aspiration, c'est de faire la même chose que nous. Donc ce n'est pas nos 3, 4, 5, 6% de la population qui va avoir un impact suffisant si on veut changer. Donc globalement, il faudra peut-être trouver un modèle où nos entreprises puissent quand même être dans la rentabilité et être pérennes avant de faire le bien du monde et de l'humanité. Ça, c'était le petit coup de gueule. Le message d'espoir. Le message d'espoir, il est dans le fait que, et je reviens, j'allais dire, pourquoi je suis là aujourd'hui, ce monde agricole, la démarche environnementale, etc. Dans le monde agricole, comme les entreprises sont actuellement positionnées, il se trouve que nous avons à la fois un technicien qui est un décideur et qui est un financeur dans la majorité partie des cas, c'est-à-dire qui regroupe dans ses mains l'intégralité de ce qu'on a éparpillé dans les grandes entreprises. Et c'est peut-être là où on peut mettre en place un modèle avec quelqu'un qui tient toutes les casquettes, assez simple et assez facile, qui en plus peut lui redorer un petit peu son blason, parce que je maintiens et je maintiendrai que si je prends un sol avec moins d'1%, et que au bout de mes pratiques vertueuses, j'arrive à 3%, j'aurais réellement amélioré, j'aurais capté du carbone, j'aurais réellement amélioré la biodiversité, la capacité à produire, etc. Et que ça, moi, qui suis chef d'exploitation agricole, ça me ferait énormément plaisir et ça serait un des éléments de ma motivation pour que j'y aille. Voilà. Dans l'articulation entre la comptabilité et la fiscalité, il y a d'une part que la fiscalité peut exiger, enfin peut être conditionnée à l'information qui est remontée. Et donc du coup, par une incitation fiscale, on peut imposer un certain type de comptabilité. Et la comptabilité telle qu'elle existe, elle a été encouragée par la fiscalité telle qu'elle existe. Et donc du coup, si on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de chaque exploitation, on peut aussi s'exprimer en faveur d'une fiscalité qui serait harmonisante en termes de type de comptabilité qui est souhaitable. Et notamment, étant donné le foisonnement des types de méthodes, d'avoir un positionnement clair de la fiscalité en faveur de ce qui permet de voir où est-ce qu'on en est par rapport aux états de référence. Donc effectivement que ce soit et notamment en faveur d'une non-substituabilité entre les capitaux naturels et les capitaux financiers. D'autre part, la fiscalité, elle permet aussi de mettre des frontières au niveau européen sur des produits qui seraient fabriqués dans des conditions qui ne sont pas celles qu'on essaye de mettre en place au niveau européen. Donc là aussi, on peut s'exprimer en faveur non seulement d'une protection de l'environnement, mais d'une protection des modes de production qui sont favorables à l'environnement. Très bien. Tu voulais réagir, Vincent, ou tu n'es pas obligé? Oui, juste sur le point sur la finance, bien sûr, je le partage. Ça a été un peu l'objet de mon discours. Quand je disais qu'on avait 2 milliards, nous, sur 36, et qu'on est leader français, c'est qu'il y a quand même un sujet aujourd'hui sur la finance. Après, la finance n'est pas forcément la seule responsable. On finance des entreprises. On finance, en gros, le tissu économique de la France à aujourd'hui, ou le tissu économique européen aujourd'hui. Si on continue de financer des entreprises polluantes, c'est aussi parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises polluantes. Que chacun fasse son choix d'arrêter de financer ou pas, d'aider les entreprises à transitionner ou de ne pas le faire, c'est un jugement, c'est une position, une stratégie par rapport à une institution financière. Mais la réalité est que nous finançons le tissu économique de l'Europe, de la France, et si on est une entreprise mondiale, du monde. Donc seuls, nous ne pouvons rien faire. Et encore une fois, notre seule arme,
c'est si on a décidé de s'engager dans une transition, dans l'impact, c'est notre force de conviction. D'accord ? C'est la seule arme que l'on a en tant que financier. On peut arrêter de financer les entreprises polluantes. Il y a plein de débats sur le sujet. Il y a des sociétés, des banques qui diminuent leur exposition, mais on ne peut pas arrêter de financer du jour au lendemain ces entreprises. D'accord ? Ça doit se faire dans une période de transition. Quand la transition n'aille pas assez vite, je le partage. Mais encore une fois, ce n'est pas uniquement la faute de la finance. Même si la finance a une grande part de responsabilité. Et le fait qu'elle n'accélère pas assez vite est entièrement de sa responsabilité. Je l'entends. Mais il y a aussi les entreprises qui doivent prendre leur part. On est sur un sujet agroalimentaire, agriculture aujourd'hui. Le secteur agriculture agroalimentaire est un secteur vu d'un point de vue financier qui est extrêmement compliqué à financer, tout simplement parce que c'est un secteur qui est immensément complexe, déjà. On travaille sur le vivant, contrairement à plein d'autres secteurs. Et aussi parce que c'est un secteur qui évolue très lentement, d'accord, par rapport à plein d'autres secteurs d'activité. Et donc en tant que financier ou investisseur, et c'est surtout la casquette investisseur, parce qu'au final, finalement, quand vous êtes une banque, il n'y a pas trop de sujets, mais nous, à la fin, on investit en capital, donc il faut aussi qu'on puisse avoir cette performance. C'est compliqué d'investir dans des entreprises qui n'entament pas réellement leur démarche de transition comme les autres peuvent le faire. Et c'est un secteur qui, à mon sens, est un peu en retard par rapport à d'autres. Et ça rend complexe notre métier et la transition de ce secteur. Donc tout à l'heure, quand je disais que Tikeo s'est lancé dans l'agriculture, parce que plein d'acteurs historiques n'aident pas ces entreprises à transitionner. Je ne connais pas le fondement pourquoi les acteurs historiques de la finance sur l'agroalimentaire et l'agriculture n'aident pas ces entreprises à transitionner. Je ne peux pas expliquer parce que j'imagine qu'ils doivent avoir des raisons qui m'échappent. Mais si elles n'y vont pas, c'est qu'il y a des raisons. Et certainement que les raisons viennent aussi de la base, donc l'aval et l'amont, et pas que de ces acteurs-là. Donc c'est le message un peu, effectivement, la finance est responsable et doit agir, mais tout le tissu économique doit également agir. On ne pourra pas agir seul, c'est impossible. On n'est pas les dirigeants d'entreprise, on n'a pas les clés de la maison. À la fin, on est juste fournisseur d'argent. D'accord ? Donc c'est un peu compliqué. Très bien. Donc, ça, je résumerai en disant que tout le système qu'on a construit aujourd'hui, il est verrouillé à plein de niveaux. Et ce n'est pas un verrou qu'on fait sauter, c'est tout en même temps. Et qui prend le premier risque de dire je fais sauter le mien, quoi. Alexandre, en dernière fois, une réaction courte, autrement 2 questions de la salle et des personnes en visio. Sur cette question, par exemple, c'est Robert Ophel, le président de l'autorité des marchés financiers, qui, il y a quelque temps, lors du colloque scientifique de l'AMF, expliquait que, notamment, malheureusement, au niveau européen, mais aussi international, on s'est mal pris de la normalisation financière, de la normalisation de la finance durable, parce qu'on aurait dû commencer par la comptabilité pour ensuite normaliser sur la finance durable. Ce que je veux dire par là, c'est que le premier échelon, c'est d'arriver à poser des bases comptables claires pour ensuite permettre effectivement au système financier de savoir comment s'orienter et pas l'inverse. Et donc ça veut dire d'être capable de poser des constats clairs. La comptabilité n'est pas là pour juger, elle est là pour montrer. Et le problème, c'est que souvent la comptabilité socio-environnementale est utilisée comme un élément un peu de marketing ou de mise en évidence de certains éléments et pas d'autres. Alors que la comptabilité a toujours été là pour poser un constat. À partir de là, on peut justement parler sur comment doit-on rediriger le modèle d'affaires et ensuite pouvoir aller voir des financiers pour savoir ce qu'il faut précisément, de façon chirurgicale, financer, soit en termes de réorientation du modèle d'affaires, soit en termes d'action de préservation, soit en termes d'action d'exploitation pour faire grandir l'entreprise parce qu'elle a des bonnes bases, etc., etc. Si on n'a pas ça, on ne pourra pas avancer. Et un dernier mot sur le fait qu'il y a l'international. Oui, effectivement, il y a l'international. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y aurait pas une normalisation européenne actuellement si la France ne s'y était pas lancée. La France est pionnière depuis très très longtemps sur ces questions. Donc la France a démarré. Ça a permis en fait à un certain nombre de pays au niveau européen de se positionner, d'accepter une normalisation. La normalisation européenne a contraint en fait de déclencher la normalisation internationale, même si ce n'est pas sur les mêmes bases. Et ce que je veux dire par là, c'est que justement, le fait d'enclencher quelque part quelque chose à l'international provient en partie
de ce qui a été déclenché il y a plusieurs années au niveau français. C'est-à-dire que sur ces questions-là, il ne faut pas croire que justement on ne représente rien, c'est même plutôt l'inverse. Et sur les modes de développement justement des pays à l'international, il y a une trajectoire de développement à trouver. Et dans ce débat-là, justement, ce qui est en train de se passer, par exemple, au niveau de la normalisation comptable extra-financière européenne est très intéressant parce que ça peut poser des bases justement de comment concevoir un autre type de développement en intégrant un constat qui est un constat que de toute façon on doit respecter des objectifs scientifiques concernant les milieux naturels. Très bien. Une seule question de la salle, puis on laissera Hervé Bégaud faire la conclusion. Une personne au fond de la salle, je crois. Très court, hein, Chantal, parce que nous devons libérer la salle. On libère la salle. Bon, d'accord. Non, je voulais revenir sur la question du rôle de la finance dans la comptabilité agroécologique. Il me semble qu'aujourd'hui, les banques, j'ai été administratrice de banque jusqu'à il y a 15 jours, commencent à essayer de classer les différents types d'entreprises en fonction de leur impact sur l'environnement, ce qui est quand même une ébauche d'évolution, on va dire. Mais à mon avis, je pense que la clé viendrait plutôt de la réglementation, parce que tant que la BCE ne leur imposera pas des coûts en capitaux propres, des coûts en provisions spécifiques, je pense qu'on restera sur des choix de financer avec une variation dans le taux d'intérêt, bon, ce qu'a dit monsieur, mais des choix qui restent un peu individuels. Alors que la contrainte réglementaire, évidemment, a un impact beaucoup plus fort parce qu'elle touche tout le monde et elle touche à la rentabilité du modèle d'affaires des banques. Je partage tout à fait ce que je disais tout à l'heure sur la taxonomie. Effectivement, le vrai déclencheur aujourd'hui de la finance, c'est la réglementation. La finance est en train d'évoluer doucement. Ce que vous avez dit tout à l'heure, commencer à classer, faire des petites analyses d'externalités négatives des entreprises. Tout ça est drivé par la réglementation. C'est ni plus ni moins que ça. Le point, c'est de dire, quand on regarde les outils que l'on a à notre disposition aujourd'hui pour analyser une entreprise, tant qu'on n'aura pas, comme le disait Alexandre Rambaud, une comptabilité qui permettra d'inclure les externalités, le capital naturel dans notre modèle d'analyse, on restera toujours sur l'analyse des critères financiers. C'est-à-dire qu'on va regarder une entreprise d'un point de vue performance financière, sa capacité à générer de l'argent, dégager de la rentabilité. Tant qu'on n'intégrera pas ça dans les modèles des banques, dans la manière de gérer la comptabilité, pour moi, on n'avancera pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avancera, on fera des petits pas, mais il n'y aura pas un massif shift qui est nécessaire en réalité aujourd'hui si on veut changer les modèles économiques. Tout simplement parce que si vous n'intégrez pas l'intégralité des composants qui génèrent, que l'entreprise, l'intégralité de la rentabilité que génère une entreprise au travers de sa performance financière mais extra-financière, vous n'aurez toujours qu'une partie de l'équation. Et la finance a basé son modèle sur une seule partie de l'équation, qui est la performance financière. On essaye de faire évoluer, mais alors je ne veux pas lancer, ça a été beaucoup d'optimisme aujourd'hui, je ne veux pas lancer trop de pessimisme, mais on n'est pas prêt. C'est-à-dire que l'immensité des acteurs économiques, qu'ils soient aux États-Unis, en France, en Europe, et en Europe, on est très avancé, en Asie, on est très loin de ces niveaux de débat. Et aujourd'hui, les acteurs les plus sophistiqués intègrent des composants extra-financiers qui viennent des DPEF dans leur modèle d'analyse et sortent ce qu'ils appellent un scoring ESG ou extra-financier, qui vaut ce qu'il vaut parce que les données ne sont pas vraiment disponibles. Voilà, aujourd'hui, le niveau de sophistication, c'est ça. D'accord. Donc la comptabilité environnementale, moi je l'attends avec impatience, parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qui va venir modifier la manière dont on analyse une société, et c'est la clé pour qu'on puisse réussir demain à faire transitionner l'argent vers ces sociétés. Si on ne l'inclut pas, on n'y arrivera pas. Merci pour ce dernier propos, Vincent Lemaître. Je vous invite du coup à rejoindre la salle. Merci.